Initially, D'abord, he was scared. il a refusé. Then we agreed. Puis on s'est mis d'accord. Il a accepté. It was said. Nous étions tristes. Then we started crying. Nous avons commencé à pleurer parce que j'étais persuadé de mourir. I was convinced that I was going to die. Puis je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, I told him, si je if I meurs, die, continue. you continue. Au large de Pointe-Noire, un navire des guerres sud-africain, l'Otenika, attend deux hommes. D'un côté, Mobutu Sese Seko, 32 ans de pouvoir, un cancer qui les ronge, un empire qui s'effondre autour de lui. De l'autre, Laurent Désiré Kabila, les chefs rebelles qui, en 7 mois, a traversé tous les pays et se trouvent maintenant à quelques kilomètres de Kinshasa. Entre les deux, Nelson Mandela venu jouer des médiateurs. Ça, c'est la partie que tout le monde connaît. Ce qu'on connaît moins, c'est l'ambiance dans les camps Kabila. Avant même que la rencontre ait lieu, les archives des presses de l'époque les montrent noir sur blanc. Kabila multiplie les conditions, retarde son arrivée, exige l'absence de toute délégation américaine et à ses côtés, une seule voix aussi ferme que la sienne, celle de son jeune ministre des Affaires étrangères, 29 ans à peine, du nom de Bizi Makara. C'est dans ce climat de méfiance extrême, selon plusieurs regroupements que j'ai pu faire, que se situerait la scène comment racontée en audio. Kara proposant de montrer les premiers en éclaireur par l'hélicoptère pour absorber un éventuel tir avant que Kabila ne s'approche. Je te l'ai dit honnêtement, cette date précise ne repose encore à ce stade de mon enquête que sur des sources secondaires. Aucune archive d'époque ne confirme ces détails heure par heure, mais le contexte, lui, est établi à 100% et il rend cette scène parfaitement crédible. Écoute ce que dit Kara lui-même dans cette vidéo. I was convinced that I was going to die. Puis je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, I told him, si je if I meurs, die, continue. you continue. Si je meurs, continue. 3 mots, dit à l'homme qu'il sert corps et âme. Et voilà la question qui va porter cette vidéo. Pas qui est Bizi Makara. Ça, c'est une biographie. Et une biographie, ça s'oublie en 5 minutes. La vraie question, c'est comment cet homme est-il devenu suffisamment proche des Kabila pour être prêt à mourir pour lui? Et surtout, qu'est-ce qui fait que 15 mois plus tard, ces mêmes hommes s'est retrouvé de l'autre côté du fusil? On va reconstruire ensemble, pas la carrière des Kara, la relation entre ces deux hommes et la façon dont elle est passée de la loyauté absolue à l'inimitié. Alors, avant de comprendre pourquoi ça s'est cassé, il faut comprendre comment ça s'est construit, parce qu'on ne devient pas prêt à mourir pour quelqu'un par hasard. Kara voulait être médecin. Il étudie la médecine en Afrique du Sud à la fin des années 80. Et puis, l'histoire les rattrape. En 1996, il rallie l'AFDEL, la coalition qui vient de s'élever à l'est du Zaïre pour renverser Mobutu. Dans sa section des Goma, très vite, il devient ce qu'on appelle dans les rangs du mouvement « Messieurs Diplomatie ». Mais pourquoi lui? C'est la vraie question. Parce qu'un mouvement rebelle qui traverse un pays entier en 7 mois, en général, ça a besoin des combattants, pas des diplomates. Et pourtant, c'est ces jeunes médecins sans expérience politique préalable que Kabila va choisir pour représenter la rébellion à l'international. Et il y a un détail ici, qui reste flou aujourd'hui encore et qui compte plus qu'il n'y paraît. Un câble diplomatique américain de l'époque fait naître Kara à Uvira. Une source congolaise plus récente les dit originaire des Minembwe.
Deux versions jamais tranchées pour un homme dont toute la position dans l'appareil des Kabila va reposer sur son appartenance à la communauté Banyamulenge. Cette communauté qui a fourni l'essentiel des soldats de l'FDL. Ces flous-là n'est pas un détail anecdotique. Le 19 avril 1997, les caméras de la paix les filment pour la première fois à Lubumbashi. Ils portent déjà les titres de ministre des Affaires étrangères d'une rébellion qui n'a pas encore pris la capitale. Et il annonce avec une fermeté qui étonne pour un homme de 29 ans. Il est pensable de lui dire, en commençant la négociation, il faut d'abord que vous partiez. Je vais lui dire sur la table des négociations sur quoi est-ce qu'on va négocier. Pas de partage du pouvoir avec Mobutu. C'est peut-être ça la première clé. Kabila n'a pas choisi Kara parce qu'il avait de l'expérience. Il a choisi parce que Kara, très tôt, s'est montré capable de porter la ligne la plus dure sans trembler, exactement la ligne que Kabila voulait défendre. Retour à l'Otenika. 13 jours plus tard, le 17 mai 1997, Mobutu fuit le pays, Kabila entre dans Kinshasa. Le 24 mai, Kara est officiellement nommé ministre des Affaires étrangères. Et c'est là que la position devient vraiment particulière. Pendant plus d'un an, il représente ces Congos tout juste rebaptisés sur la scène internationale. Il négocie en Suisse la question des avoirs mobutistes, mais surtout, c'est les points sur lesquels je veux être précis. Il entretient des liens étroits avec Kigali et Kampala, les deux capitales qui ont porté militairement l'FDL jusqu'au pouvoir. Et c'est précisément ici que Kara devient important pour comprendre toute la suite. Il n'est pas seulement le diplomate des Kabila, il est concrètement l'un des rares hommes du nouveau régime capable de parler à la fois les langages de Kinshasa et celui de ses parrains rwandais et ougandais. Ce que ça signifie, en creux, ce que Kabila, en 1997, n'est pas encore un chef d'État autonome, il doit sa victoire à des alliés extérieurs. Il a besoin d'un homme capable de gérer cette dépendance sans la rendre publiquement humiliante. Kara est cet homme-là. Mais attends une seconde. Parce qu'un pont, par définition, tient debout tant que les deux rives qui les relient restent stables. Et c'est que Kara représente en 1997 la proximité entre Kabila et ses alliés régionaux. C'est exactement ce qui va, un an plus tard, devenir intenable. Les scripts des grands documentaires simplifient souvent cette histoire en une phrase. Kabila expulse les Rwandais, donc Kara part. Mais ces raccourcis-là escamotent une vraie question. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans les mois qui précèdent dans la relation entre les deux hommes? Ce que l'on sait, c'est que la présence militaire rwandaise à Kinshasa devient tout au long de 1997 et du premier semestre 1998 un sujet de tensions croissantes, pas seulement dans l'opinion congolaise, mais jusque dans l'entourage même des Kabila. Les présidents arrivés au pouvoir grâce à ses parrains de l'Est doivent de plus en plus composer avec une population et une partie de son propre camp qui perçoivent cette présence comme une occupation. Kara, lui, occupe une position impossible de ce contexte. C'est l'homme du dialogue avec Kigali. Et à mesure que Kigali devient, aux yeux de Kinshasa, moins un allié qu'un problème, la position même des Kara, celle qui faisait sa force en 1997, devient un handicap en 1998. « 27 juillet 1998, Kabila annonce la fin de la coopération militaire avec le Rwanda. Il expulse les troupes rwandaises représentées à Kinshasa. 3 jours plus tard, le 31 juillet, la presse de l'époque hésite sur la date exacte. Kara disparaît. Littéralement, il quitte Kinshasa avec 2 autres cadres du régime, Bugera et Nyarugabo. Les versions divergent sur l'endroit où il se réfugie dans les jours qui suivent. L'Afrique du Sud, selon Jeune Afrique, un maintien plus long à son poste selon d'autres sources spécialisées. Réponse à cette phrase du tout début. Si je meurs, continue.
Un homme peut la dire sincèrement un jour des dangers et devenir 15 mois plus tard l'un de ceux qui menacent la survie de la mission qu'il jurait de protéger. Alors qu'est-ce que c'était vraiment ces liens entre Kara et Kabila? Une loyauté personnelle, une alliance politique des circonstances, une convergence d'intérêts qui a fini par diverger, une relation construite tout entière autour du projet de l'AFDEL et qui n'a pas survécu au moment où ce projet a changé de nature. Je ne peux pas te donner une réponse définitive parce que les sources, honnêtement, ne les permettent pas. Ce que je peux te dire, c'est que ce lien a existé et qu'il a été assez fort pour produire une phrase comme celle-là et qu'il s'est brisé assez vite, assez profondément pour transformer un homme prêt à mourir pour son président à l'un des architectes du renseignement qu'il a combattu. L'histoire des Bizi Makara, ce n'est pas une biographie, c'est l'histoire d'une relation entre deux hommes, Laurent Désiré Kabila et Bizi Makara, de la façon dont cette relation est passée de la loyauté à la rupture, puis à l'inimitié. Et peut-être que la seule question qui vaille encore la peine d'être posée, c'est celle-ci. À quel moment exactement l'homme qui était prêt à mourir pour Kabila a-t-il cessé de croire en lui ?